Un prix triple, une chaîne d'approvisionnement figée, allez, une onde mondiale et que quoi? Mais en quelques seuls jours, une décision africaine a fait vaciller des industries entières en Europe, révélant une dépendance longtemps minimisée. Que signifie ce basculement pour vous, quand Ibrahim Traoré affirme que la souveraineté commence là où l'extraction débute? Un monde ancien se fissure. Cette analyse ne promet pas une célébration ni une condamnation, mais c'est une lecture structurée d'un basculement en cours. Ce que le spectateur va comprendre, c'est comment des décisions africaines, longtemps perçues comme périphériques, produisent désormais des effets directs sur les équilibres économiques mondiaux, y compris européens. L'enjeu est simple à formuler: quand le contrôle des ressources change de main, ce sont les règles du jeu qui changent. Mais les conséquences, elles, sont complexes, progressives et parfois contre-intuitives. Derrière les discours de souveraineté, il existe des mécanismes précis. Contrats renégociés, chaîne de valeur raccourcie, rapport de force redéfini. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme une figure isolée, mais comme un révélateur d'un mouvement plus large porté par plusieurs États africains qui testent à passer les limites de l'ordre économique hérité. Comprendre ce moment permet d'éviter deux pièges fréquents: réduire ses choix à un simple geste symbolique ou les interpréter comme une rupture totale et immédiate. La promesse de ce récit est donc claire: expliquer sans simplifier, contextualiser sans diluer, et montrer pourquoi ce tournant concerne bien plus que l'Afrique seule. En quelques jours, un métal stratégique a vu son prix bondir de plus de 200%. Ce chiffre, rarement observé hors de crise majeure, a signalé bien plus qu'une tension passagère sur les marchés. Cette hausse brutale a suivi une décision politique africaine, montrant que la capacité d'influence ne réside plus uniquement dans les capitales financières traditionnelles. Pour comprendre ce basculement, il faut réduire le décor sans l'appauvrir. Pendant des décennies, l'Afrique a occupé une place précise dans l'économie mondiale. Fournir des matières premières brutes à bas coût dans un cadre contractuel hérité de l'ère postcoloniale. Ce modèle reposait sur un équilibre implicite: stabilité d'approvisionnement contre accès limité à la valeur ajoutée. Tant que cet équilibre tenait, les chocs restaient ingérables. Ce qui change aujourd'hui, c'est la remise en cause explicite de ce contrat. Lorsque certains États africains conditionnent l'exportation de ressources rares à leur transformation locale, ils déplacent le centre de gravité de la chaîne de valeur. Ce n'est plus la demande extérieure qui dicte les règles, mais l'offre souveraine. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette logique en formulant une idée simple: la liberté économique commence là où commence l'extraction, pas là où la matière quitte le continent. Ce positionnement n'apparaît pas soudainement. Il est le résultat d'une accumulation: frustration politique, déséquilibres commerciaux persistants et sentiment partagé que les promesses de partenariat Silitaïd n'ont pas produit les bénéfices attendus. La nouveauté tient au passage de la parole à l'acte et au fait que ces actes qu'ils soient tous coordonnés, observés et désormais anticipés par les marchés. À ce stade, il ne s'agit pas encore d'un renversement total de l'ordre économique mondial. Mais un seuil a été franchi. Les acteurs extérieurs comprennent que certaines décisions africaines ne sont plus négociables mais posteriori. Le signal envoyé est clair: l'Afrique ne teste plus des hypothèses.
Elle applique des choix. Pour saisir la portée concrète de ce tournant, il faut quitter les chiffres globaux et observer un niveau plus proche du terrain. Dans plusieurs pays sahéliens, les premières décisions liées à la souveraineté des ressources ont produit des effets rapides, parfois discrets, mais mesurables. Des contrats n'étaient pas encre, déjà, c'est sera suspendu, d'autres réécrits. Et certaines entreprises étrangères ont découvert que les règles implicites d'hier ne s'appliquaient plus automatiquement. Dans ce contexte, c'est Ibrahim Traoré joue appelé un rôle de guide plus que de chef d'orchestre unique. Son importance tient moins à, à une décision isolée qu'à sa capacité à formuler publiquement et sans détour ce que d'autres dirigeants exprimaient jusqu'alors à demi-mot, en liant la question minière à celle de la dignité politique. Il a déplacé le débat hors du seul registre économique. Cette translation a eu un effet immédiat. Elle a rendu politiquement coûteux tout de retour en arrière. Les premiers impacts se sont manifestés dans les négociations. Là où les discussions se déroulaient autrefois à huis clos, les termes sont désormais exposés, commentés et parfois contestés publiquement. Cette visibilité change la dynamique. Les partenaires étrangers avancent avec davantage de prudence, conscients que chaque concession peut devenir un précédent. Du côté local, cette exposition renforce la pression sur les gouvernements, sommés de transformer les annonces en résultats tangibles. Un exemple revient souvent dans les analyses régionales, l'accélération de projets de transformation locale lancés non par idéalisme mais par nécessité stratégique. Ces projets restent fragiles, inégaux et dépendants de financements extérieurs. Pourtant, leur simple et seule existence marque une rupture avec l'ancienne passivité structurelle. L'impact précoce est donc moins spectaculaire qu'un effondrement immédiat, mais plus profond. La perception des rapports de force a changé. Et cette perception, une fois installée, est difficile à inverser. Avant, les flux semblaient acquis. Après, ils sont devenus conditionnels. Le déclenchement n'a pas pris la forme d'une rupture spectaculaire unique, mais d'une série de gestes précis qui ont modifié l'enchaînement habituel des décisions. D'abord, l'annonce de conditions nouvelles sur l'exportation de certaines ressources. Ensuite, la mise en pause de contrats jugés déséquilibrés. Enfin, l'exigence explicite de transformation locale comme préalable à l'accès aux matières premières ou à tchirprakassière. Ce passage du tacite à l'écrit a servi de détonateur. La montée en tension s'est produite lorsque ces décisions ont cessé d'être perçues comme isolées. En quelques semaines, plusieurs capitales africaines ont adopté des postures convergentes, sans coordination formelle affichée. Les marchés ont alors compris que le risque n'était plus ponctuel, mais structurel. Les chaînes d'approvisionnement conçues pour la stabilité ont révélé leur fragilité dès lors qu'un maillon décidait de renégocier les termes. Les réactions ont été rapides: ajustement de prix, couverture d'urgence, pression diplomatique discrète. Et au cœur de cette phase, Ibrahim Traoré s'est imposé comme un repère discursif. Non parce qu'il dictait chaque décision régionale, mais parce que ses prises de parole offraient une grille de lecture cohérente à des actions dispersées. En affirmant que la souveraineté commence au point d'extraction, il a fourni une justification simple à des choix complexes. Cette simplicité a renforcé l'effet d'entraînement. Ce qui aurait pu passer pour une négociation technique est devenu un principe politique. Le point culminant c'est survenu lorsque les répliques ont touché directement les industries aval.
Des secteurs européens habitués à anticiper la demande, mais rarement l'offre souveraine, ont dû revoir leur calendrier et leur coucou. L'augmentation rapide des prix de certains intrants a fonctionné comme un révélateur. La dépendance existait, mais elle n'était pleinement visible qu'au moment de la contrainte. Les, les gouvernements concernés ont alors oscillé entre discours d'apaisement et tentatives de dissuasion économique. Les répliques, enfin, se sont diffusées au-delà du champ strictement économique. Dans les forums internationaux, le ton a changé. Les partenaires africains n'ont plus demandé des ajustements marginaux, mais une révision des cadres. Les discussions se sont allongées, les clauses se sont densifiées et chaque mot a gagné en importance. Cette densification contractuelle est un signe souvent négligé, mais elle indique une redistribution du pouvoir de négociation. C'est ce qui distingue cette séquence des précédentes crises de matières premières, c'est la direction de l'initiative. Elle ne part pas d'un choc externe, mais d'un choix interne assumé. La chronologie le montre clairement. Décision politique, réaction des marchés, adaptation contrainte des partenaires. Ce renversement de l'ordre habituel constitue la véritable nouveauté. À ce stade, la question n'est plus de savoir si cette dynamique va produire des coûts à court terme. Elle en produit déjà. La question ouverte est ailleurs. Ces coûts seront-ils perçus comme un accident à corriger ou comme le prix d'un repositionnement durable? Avant les décisions africaines, les marchés considéraient l'approvisionnement comme stable. Après, ils ont intégré un risque politique explicite. Cette bascule se lit d'abord dans les chiffres, non comme une accumulation abstraite, mais comme des écarts nets entre un état de référence et une situation nouvelle. Un premier indicateur s'impose, le cobalt. Le marché fonctionnait sur l'hypothèse d'une continuité des exportations brutes, avec des ajustements saisonniers limités. Lorsque certaines conditions ont été posées sur l'accès à la ressource, le prix a bondi d'environ 221% en quelques jours. Ce chiffre n'est pas seulement spectaculaire, il signale une rupture de confiance. Une hausse de cette ampleur traduit la perception que l'offre n'est plus garantie, ça même à court terme. En d'autres termes, le marché ne paye pas le métal, il paye l'incertitude. Un deuxième indicateur concerne l'énergie. Les exigences nouvelles sur les modalités d'exportation pétrolière ont entraîné une augmentation estimée à 15% des coûts énergétiques dans certaines régions européennes. Cette variation peut sembler modérée, mais elle agit comme un multiplicateur. Une hausse de cette taille se répercute sur le transport, l'industrie et, en cascade, sur les prix à la consommation. Le delta n'est donc pas linéaire, il se propage à travers plusieurs couches de l'économie. Un troisième indicateur touche les intrants industriels liés à la transition énergétique. Les données sectorielles montrent une augmentation d'environ 30% du coût des matières premières utilisées dans les batteries. Ce chiffre a une portée stratégique. Il met en tension un objectif politique central, la décarbonation, en révélant sa dépendance à des ressources extérieures désormais conditionnelles. Le différentiel entre ambition climatique et réalité d'approvisionnement devient visible. Pris séparément, ces chiffres PL pourraient être interprétés comme des fluctuations conjoncturelles. Ensemble, ils dessinent un schéma cohérent. Le point commun n'est pas la rareté physique immédiate, mais la capacité retrouvée de certains États à modifier les règles d'accès. Ibrahim Traoré
s'inscrit dans cette logique en rappelant que le levier principal n'est pas le volume extrait, mais le contrôle du point d'entrée dans la chaîne de valeur. Les données confirment cette intuition. Ce sont les décisions en amont qui produisent les écarts les plus marqués en aval. Un autre élément mérite attention, la temporalité. Ces variations se sont produites rapidement, parfois en quelques jours. Et moi, cette vitesse indique que les marchés n'avaient pas intégré ce scénario comme plausible. Le delta C est donc autant un choc cognitif qu'économique. Il révèle un angle mort dans les modèles d'évaluation du risque, longtemps centrés sur la demande et insuffisamment sur la souveraineté de l'offre. Enfin, ces chiffres permettent de relativiser certains discours alarmistes. Les hausses observées sont significatives, mais elles ne traduisent pas un effondrement systémique immédiat. Elles signalent plutôt un rééquilibrage brutal, où le pouvoir de négociation se déplace. Le message chiffré, est clair. L'Afrique n'a pas besoin de couper totalement l'accès aux ressources pour peser. Il lui suffit d'en redéfinir les conditions. La question ouverte n'est donc pas celle de la véracité des données, mais de leur interprétation durable. Ces écarts seront-ils absorbés comme un ajustement transitoire ou serviront-ils de référence pour une nouvelle normalité économique? Les théoristes, les critiques de cette dynamique avancent deux arguments solides qu'il faut examiner sans les caricaturer. Le premier porte sur le risque de dépendance déplacée. Selon cette lecture, en s'éloignant des partenaires européens, les États africains pourraient tomber sous l'influence d'autres puissances, notamment asiatiques ou moyen-orientales, dont les intérêts ne sont pas nécessairement plus alignés avec le développement local. Le contrôle accru des ressources ne garantirait pas à lui seul une meilleure répartition de la valeur si les capacités industrielles et technologiques restent insuffisantes. Le second argument concerne la stabilité interne. Lendemain, ça sera des décisions rapides et politiquement affirmées peuvent fragiliser des économies déjà exposées à des tensions budgétaires et sociales. Les sceptiques soulignent que la renégociation de contrats majeurs peut entraîner des pertes de revenus à court terme, une volatilité accrue des devises et une pression supplémentaire sur les populations si les bénéfices attendus tardent à se matérialiser. Dans cette perspective, la souveraineté économique serait un objectif légitime, mais risqué s'il n'est pas accompagné d'institutions robustes et de mécanismes de redistribution crédibles. Ces deux arguments reposent sur des expériences passées réelles où des ruptures mal préparées ont produit des effets contraires aux intentions initiales. Ils méritent donc d'être pris au sérieux. Cependant, ils ne suffisent pas à invalider la trajectoire actuelle. La réponse apportée par des dirigeants comme Ibrahim Traoré ne consiste pas à nier ces risques, mais à les requalifier. Le cœur de leur raisonnement est que le statu quo comportait déjà des coûts structurels élevés, souvent invisibles dans les indicateurs macroéconomiques classiques. La question n'est pas de savoir si le changement comporte des dangers, mais s'ils sont supérieurs à ceux d'une dépendance prolongée. Les données évoquées précédemment suggèrent que le pouvoir de négociation africain, même partiel, produit des effets mesurables. De plus, la diversification des partenaires, lorsqu'elle est maîtrisée, peut réduire la vulnérabilité
plutôt que l'accentuer. Le débat se cristallise donc autour d'un point central, la capacité des États à transformer un levier politique en gains économiques durables. Les arguments opposés mettent en garde contre les dérives possibles. Les Philosopher récents montrent au minimum que l'inaction n'était pas une option neutre. Un point mérite d'être souligné. Le levier n'est pas le volume. Ce qui modifie réellement l'équilibre n'est ni la quantité extraite, ni la rareté physique immédiate. C'est le contrôle du point d'accès. Cette distinction change la lecture de l'ensemble des événements précédents. Tant que les ressources ne se quittaient le sol africain sans conditions structurelles, le rapport de force restait asymétrique tant même lorsque les prix variaient. Euh, La nouveauté réside dans l'appropriation de ce seuil critique, en conditionnant l'exportation à des exigences précises. Les États africains déplacent la négociation en amont, là où les alternatives sont les plus coûteuses. Ibrahim Traoré a cristallisé cette idée en une formule simple mais opérante. La souveraineté ne commence pas sur les marchés, elle commence à la mine. Cette formulation n'est pas rhétorique, elle décrit un mécanisme. Ce mécanisme explique pourquoi des décisions apparemment limitées produisent des effets disproportionnés. Les partenaires extérieurs peuvent absorber une hausse de prix. Ils peuvent gérer des retards logistiques. Ce qu'ils anticipent mal, c'est l'incertitude sur l'accès futur. Or, c'est précisément cette incertitude qui redéfinit la valeur stratégique des ressources africaines. À partir de ce point médian, la question change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si l'Afrique peut influencer le système mondial, mais comment cette influence sera utilisée. Le pouvoir existe désormais. Son usage reste ouvert. C'est ici que se joue la suite du récit, non plus dans la rupture, mais dans la direction prise après le basculement. Les effets de ce basculement ne se répartissent pas de manière abstraite. Ils se matérialisent différemment selon les acteurs concernés, avec des gains, des contraintes et des ajustements inégaux. Pour mesurer la portée réelle de cette dynamique, il faut observer quatre groupes distincts. Du côté des États africains, d'abord, à court terme, ils font face à une tension paradoxale. D'un côté, la capacité à imposer des conditions nouvelles renforce leur pouvoir de négociation et leur crédibilité politique interne. De l'autre, les recettes immédiates peuvent devenir plus volatiles, car les exportations conditionnées ralentissent certains flux. Toutefois, cette volatilité est partiellement compensée par un levier nouveau, la possibilité de négocier des investissements locaux en échange de l'accès à ces ressources. C'est ici que la stratégie défendue par Ibrahim Traoré prend sens en transformant une ressource brute en outil de structuration économique. Du côté des entreprises européennes, ensuite, elles subissent l'impact le plus direct. L'augmentation des coûts et des intrants, estimée à plusieurs dizaines de pourcents dans certains secteurs, oblige à revoir les modèles de production. Les marges se réduisent, les calendriers s'allongent et la prévisibilité diminue. Pour ces acteurs, le choc n'est pas seulement financier, il est stratégique. Ils découvrent que la sécurisation des chaînes d'approvisionnement ne peut plus être traitée comme un simple exercice logistique. Du côté des populations locales africaines, ensuite, pour elles, les effets sont encore hétérogènes. Là où des projets de transformation locale émergent, des emplois apparaissent. Et la valeur ajoutée reste davantage sur le territoire. Mais ces bénéfices restent fragiles et concentrés.
Sans politique d'accompagnement, le risque est que les attentes sociales data augmentent plus vite que les résultats tangibles. Le basculement crée de l'espoir, mais aussi une exigence accrue envers les gouvernements. Enfin, du côté du système économique mondial, il encaisse un signal clair. Certaines hypothèses de stabilité sont devenues obsolètes. Les marchés intègrent désormais un risque souverain africain, là où ils n'en voyaient qu'un marginal. Cette réévaluation ne provoque pas un effondrement, mais un renchérissement durable de certaines ressources stratégiques. Le système s'adapte, mais à un coût plus élevé. La conclusion intermédiaire est à Anne. Ce mouvement ne produit pas de vainqueur immédiat et universel. Il redistribue les contraintes autant que les opportunités. Mais il établit un fait nouveau. Les décisions africaines portées par des figures comme Ibrahim Traoré ont cessé d'être périphériques. Elles structurent désormais des choix industriels, soit politiques et sociaux, bien au-delà du continent. Bon, à partir de ce point, l'avenir ne se joue plus sur un aga unique, mais selon plusieurs trajectoires plausibles. Les 6 et 12 prochains mois seront déterminants, non par un événement spectaculaire, mais par l'agrégation de décisions politiques, industrielles et financières. Dans un scénario de rééquilibrage progressif, les États africains maintiennent leurs exigences de souveraineté tout en modulant leur application. Les, les conditions d'exportation restent en place, mais des mécanismes transitoires sont négociés pour éviter des ruptures brutales. Les partenaires européens s'adaptent, acceptant des investissements locaux partiels et des contrats très plus complexes. Les coûts demeurent plus élevés qu'avant, mais la volatilité se stabilise. Ce scénario repose sur une gestion fine du tempo, assez ferme pour préserver le levier politique, assez souple pour maintenir les flux. Dans un scénario plus optimiste d'autonomie structurée, les exigences africaines accélèrent la création de capacités locales de transformation. Il y a des petits projets industriels initialement conçus comme des concessions deviennent des piliers économiques. La diversification des partenaires réduit la dépendance à un seul bloc et la coordination régionale progresse. Les gains ne sont pas immédiats, mais ils s'accumulent. Dans ce cadre, la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir un avantage comparatif. Le risque est maîtrisé car les décisions s'inscrivent dans une vision partagée et relativement cohérente. Dans un scénario plus que pas pessimiste, Rome de fragmentation, les pressions externes et les tensions internes affaiblissent la coordination. Certains pays durcissent leur position, d'autres reculent, créant un paysage hétérogène. Les partenaires extérieurs exploitent ces divergences pour négocier au cas par cas. Les bénéfices de la souveraineté restent limités. Autant dit que les coûts s'accumulent. La dépendance ne disparaît pas, elle change de forme. Ce scénario n'implique pas un effondrement, mais une dilution progressive du levier initial. Mais les scénarios ne sont pas des prédictions. Ils décrivent des cadres conditionnels. Leur réalisation dépendra moins des intentions affichées
que de la capacité à maintenir une cohérence dans le temps. Moi, le véritable enjeu n'est donc pas le choix d'une voie idéale, mais la discipline nécessaire pour éviter que les décisions prises aujourd'hui ne s'annulent mutuellement demain. Au-delà des États et des entreprises, cette transformation se traduit par des effets plus diffus, mais fort tout aussi déterminants pour les individus. Elle modifie les attentes, les perceptions et les marges de manœuvre de plusieurs groupes sociaux, souvent sans annonce formelle. Pour les travailleurs des secteurs extractifs, le changement se manifeste d'abord par une incertitude accrue. Les projets de transformation locale promettent des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés, mais leur mise en œuvre prend du temps. Entre-temps, les transitions peuvent générer des périodes de flottement, où la stabilité de l'emploi dépend de négociations encore en cours. Cette phase intermédiaire sera rarement visible dans les discours politiques, mais elle pèse lourdement sur les trajectoires individuelles. Les jeunes, en particulier dans les zones urbaines africaines, perçoivent cette dynamique comme une ouverture symbolique. Et la perspective de chaînes de valeur plus locales alimente l'idée que l'avenir économique ne se joue pas uniquement à l'extérieur. Cette perception est essentielle. Elle influence les choix de formation, l'entrepreneuriat et la tolérance au risque. Toutefois, si les promesses tardent à se concrétiser, l'enthousiasme peut rapidement se transformer en frustration. Pour les consommateurs européens, les effets sont indirects mais réels. L'augmentation des coûts de production se répercute progressivement sur les prix finaux, notamment dans les secteurs liés à l'énergie et aux technologies. Cette inflation ciblée n'est pas toujours attribuée à ces causes structurelles, ce qui alimente des débats politiques souvent déconnectés de la réalité des chaînes d'approvisionnement. Enfin, au niveau communautaire, la redéfinition des relations économiques influence le rapport aux politiques. Là où les décisions sont perçues comme reprises en main, la légitimité des dirigeants se renforce temporairement. Ibrahim Traoré incarne cette phase de projection collective où une figure symbolise une aspiration plus large. Mais cette légitimité reste conditionnelle. Elle dépendra de la capacité à transformer un récit de souveraineté en amélioration tangible du quotidien. En somme, le changement ne se mesure pas seulement en points de pourcentage, mais en attentes nouvelles. Et ces attentes, une fois formulées, deviennent difficiles à contenir. À ce stade, la question n'est plus celle de l'intention, mais de l'exécution. Transformer un levier politique en gain durable exige une séquence claire, lisible et mesurable. Sans figer un modèle unique, on peut avancer par étapes. Pour commencer, il s'agit de sécuriser le cadre, clarifier les règles d'accès aux ressources avec des conditions stables et publiques. Cette prévisibilité est essentielle pour attirer des investissements sans diluer l'objectif de souveraineté. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. La fermeté n'exclut pas la lisibilité. Sans cadre clair, le levier se fragmente. Ensuite, il faut prioriser la transformation locale. Il ne s'agit pas de tout transformer immédiatement, mais de cibler quelques segments à forte valeur ajoutée. Raffinage, première transformation, service connexe. Chaque choix doit répondre à une question simple. Quelle étape permet de retenir davantage de valeur sans créer de dépendance technologique excessive? Et puis, il devient indispensable de mesurer et d'ajuster. Les politiques doivent être évaluées par des indicateurs concrets.
Emplois créés, part de valeur locale, stabilité des recettes. Ces mesures permettent d'ajuster sans renoncer. Une souveraineté efficace, et c'est une souveraineté capable de corriger ses propres angles morts. Dans le même mouvement, la coordination régionale compte. Isolée, chaque décision reste vulnérable. Coordonnée, elle devient structurante. La convergence des positions réduit les stratégies de contournement et renforce le pouvoir de négociation collectif. Enfin, il faut gérer l'attente sociale. As les bénéfices prennent du temps et t'expliquer ce tempo, et ça est crucial pour préserver la légitimité politique. Sans résultat visible, le récit s'érode. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit toutefois une condition minimale, que le pouvoir nouvellement acquis ne se dissolve pas dans l'improvisation. Revenir au terrain permet de mesurer ce qui a réellement changé. Là où, quelques années plus tôt, les décisions se prenaient loin des sites d'extraction, une nouvelle logique s'installe progressivement. Les discussions ne portent plus seulement sur des volumes et des prix, mais sur des trajectoires, des engagements et des responsabilités partagées. Ce déplacement du centre de gravité était perceptible dès les premiers impacts évoqués plus tôt, lorsque des projets longtemps différés ont soudain été accélérés. Ibrahim Traoré incarne cette transition moins par des annonces spectaculaires que par une constance de discours. En reliant la souveraineté économique à des lieux concrets, il a donné une matérialité à une idée longtemps abstraite. Ce lien entre le sol, la décision politique et la dignité collective agit comme un fil conducteur. Il explique pourquoi le récit dépasse sa personne et continue de raisonner, même là où ses décisions directes ne s'appliquent entre pas. Au fond, le pouvoir commence là où l'on décide. Cette phrase résume l'état d'esprit actuel. Elle ne promet pas un avenir sans contrainte et ni une victoire immédiate. Elle affirme simplement que la passivité n'est plus la norme. Le symbole est ça fort, mais il n'a de valeur que s'il s'accompagne de transformations visibles. Le rappel est essentiel. Les attentes en somme créées et par ce tournant sont élevées et le temps joue désormais contre ceux qui confondent intention et résultat. La boucle se referme ainsi sur une certitude nouvelle. Ce qui était autrefois périphérique est devenu central, et il sera difficile de revenir en arrière sans coup politique et symbolique. Arrivé à ce point, le plus important n'est pas de trancher, mais de réfléchir collectivement à ce que ce tournant implique. Ce qui se joue autour des ressources africaines dépasse un affrontement entre continents ou intérêts économiques. Il s'agit d'une redéfinition des règles implicites qui ont longtemps structuré les relations internationales. Accepter cette réalité suppose de sortir des réflexes anciens, aussi bien du côté africain que du côté européen. Pour les observateurs, les décideurs et les citoyens, la question centrale devient celle de la responsabilité. Comment accompagner un mouvement de souveraineté sans le caricaturer ni l'instrumentaliser? Comment reconnaître la légitimité de certaines revendications tout en restant lucide sur les risques qu'elles comportent? Aider ces figures, c'est comme Ibrahim Traoré, cristallise ces interrogations, non parce qu'elles apportent toutes les réponses, mais parce qu'elles obligent à poser les bonnes questions. Ce récit n'appelle pas à l'adhésion automatique, mais à l'examen attentif.
Le futur de ces relations se construira dans la nuance, la vigilance et le dialogue. Alors, selon vous, ce rééquilibrage marque-t-il une transition durable ou une phase encore instable d'un ordre mondial en recomposition?